Le 16 décembre 1980, dans une chambre d'hôpital de Louisville, un vieil homme gisait, inerte. Son célèbre costume blanc, symbole intemporel, était suspendu dans une armoire voisine. Sa barbie s'était clairsemée, ses mains, autrefois si expertes à parfaire la recette de poulet frit la plus célèbre au monde, reposaient immobiles le long de son corps. Le colonel Harlan Sanders, figure emblématique de l'empire Kentucky Fried Chicken, était à l'article de la mort. Malgré un diagnostic de leucémie posé 6 mois plus tôt, sa détermination n'avait pas faibli. Il avait continué à visiter des établissements, à serrer des mains, à arborer son costume blanc distinctif, jusqu'à ce que son organisme épuisé ne puisse plus le soutenir. Tandis qu'à l'extérieur, le monde s'apprêtait à célébrer Noël, dans la chambre 412, régnait le silence et le rythme imperturbable des appareils médicaux. Son épouse, Claudia, veillait, tenant la main qui avait jadis apposé sa signature sur d'innombrables contrats de franchise à travers l'Amérique. Celle qui avait arraché sa famille à la précarité pour la propulser au rang de légende. Lorsque son dernier souffle s'échappa en cette froide matinée de décembre, la nouvelle se propagea avec une célérité fulgurante. Les drapeaux du Kentucky furent mis en berne. Le gouverneur ordonna que son corps repose en chapelle ardente dans la rotonde du Capitole. Un hommage d'ordinaire réservé aux figures politiques et aux héros de guerre. Harlan Sanders était cependant une figure à part. Cet homme, ruiné à 65 ans, avait essuyé plus d'échecs que la plupart n'osent tenter, avant de transformer un simple autocuiseur et 11 herbes et épices secrètes en un empire mondial. Pourtant, l'essence véritable de son récit ne résidait ni dans les conseils d'administration, ni dans les publicités télévisées, ni même dans les milliers d'établissements rouges et blancs. Le cœur battant de l'histoire d'Harlan Sanders s'épanouissait à Shelbyville, Kentucky, au sein de Blackwood Hall. Ceci est le récit de cette demeure, des aspirations qu'elle a abritées, de l'empire qu'elle a vu naître et de l'héritage qu'elle préserve. L'orphelin précoce. Pour saisir l'homme qui bâtirait un empire autour du poulet frit, il est primordial de revenir sur l'enfance d'un garçon contraint d'apprendre la cuisine par nécessité, non par vocation. Harlan David Sanders naquit le 9 septembre 1890 dans une modeste ferme de 4 pièces près de Henryville, Indiana. Son père, Wilbur Sanders, cultivait 80 acres pour subvenir aux besoins de son épouse, Margaret, et de leurs 3 enfants. L'existence y était simple, mais rude. Terre ingrate, hiver rigoureux et pénurie d'argent étaient le lot quotidien. Puis, quand Harlan n'avait que 5 ans, le destin frappa. Wilbur Sanders tomba malade et succomba, laissant Margaret seule avec 3 jeunes enfants et une fortune quasi inexistante. D'un coup, le lourd fardeau de la survie s'abattit sur Harlan. Sa mère, Margaret, dut accepter des tâches épuisantes dans une conserverie de tomates et confectionner des vêtements, s'absentant souvent pendant plusieurs jours consécutifs. Durant ces périodes, le jeune Harlan, âgé de seulement 7 ans, endossa le rôle de protecteur et de nourricier pour son petit frère et sa sœur. Il veillait à la propreté du foyer, s'occupait d'eux et, surtout, assurait la préparation des repas. À 7 ans, il était déjà capable de concocter un festin complet en partant de rien. Il apprit à rationner les provisions, à transformer le peu disponible en un mets nourrissant et à apaiser la faim des siens. Ce n'était pas un don, mais une absolue nécessité pour leur subsistance. Ces années formatrices ancrèrent en lui une détermination durable. La cuisine devint son premier atelier d'apprentissage, et l'impérieuse nécessité sa plus grande maîtresse. Une période d'errance s'ensuivit. Lorsqu'Harlan atteignit ses 10 ans, il décrocha son tout premier emploi dans une ferme voisine, gagnant une rémunération de seulement 4 $ par mois, en plus d'être logé et nourri. La scolarité s'éloigna alors, presque oubliée. À l'âge de 12 ans, sa mère contracta un nouveau mariage,
et toute la fratrie emménagea à Indianapolis avec leur beau-père. Cependant, la relation fut empreinte d'une toxicité palpable. Harland et son beau-père s'affrontaient sans cesse. Finalement, à 13 ans, Harland fut envoyé loin de la maison pour vivre et travailler dans une exploitation agricole du comté de Clark. Son éducation formelle prit fin en 7e année. Il ne retournerait plus jamais sur les bancs de l'école. Une existence vagabonde, sans cap ni direction, suivit. Au cours des 30 années suivantes, Harland Sanders exerça une multitude de professions, dont la diversité aurait suffi à plusieurs vies. Il fut ouvrier agricole, s'épuisant de l'aube au crépuscule. À Indianapolis, il devint conducteur de tramway, collectant les tarifs. À 16 ans, falsifiant son âge, il s'enrôla dans l'armée des États-Unis, servant brièvement à Cuba avant d'obtenir une libération honorable. Après son service militaire, il exerça comme chauffeur de locomotive, pelletant le charbon dans les gueules ardentes des machines à vapeur qui traversaient l'Amérique. Il s'essaya aussi au métier de forgeron, de vendeur de pneus, de pilote de bac et d'agent d'assurance. Il entreprit même des études de droit par correspondance et pratiqua pendant un temps en Arkansas, anéantissant toutefois sa carrière juridique naissante lors d'une violente altercation en salle d'audience, avec son propre client qui plus est. L'échec semblait le poursuivre telle une ombre insistante. Les emplois se succédaient sans jamais apporter de stabilité, et l'argent s'évanouissait toujours entre ses doigts. Son union avec Josephine King, célébrée en 1908 et dont naquirent 3 enfants, ne put résister aux déménagements et contraintes économiques. La perte de son fils, Harlan Jr., le frappa d'une douleur insoutenable. Il fut emporté à 20 ans par une septicémie, complication d'une amydalectomie. Le chagrin le déchira presque. À la mi-quarantaine, sa vie était déjà jalonnée de deuil et d'adversité. Pourtant, le chapitre de son destin n'avait pas encore commencé. Le tournant de son existence. En 1930, à 40 ans, Harlan Sanders s'installa à Corbin, Kentucky. L'Amérique subissait alors la Grande Dépression. Usine à l'arrêt, banque en faillite, pauvreté. Harlan y décelait une opportunité. Il reprit une station-service Shell sur la route américaine 25, axe majeur des Appalaches. Un flux incessant de voyageurs, affamés et en quête de carburant, empruntait cette voie. Or, la plupart des stations n'offraient ni réconfort, ni hospitalité. Harlan décida de changer cela. Dans l'arrière-boutique exiguë de sa station, il aménagea une petite table pour 6 convives. Il officiait lui-même au fourneau, proposant grillades, jambon campagnard et son fameux poulet frit. Ses recettes, perfectionnées au fil des décennies pour sa famille, étaient uniques. La rumeur de ses talents se propagea rapidement. Les habitants venaient pour ses plats, et les automobilistes modifiaient leurs itinéraires pour savourer les mets de cet homme énergique. Dès 1937, sa renommée fut telle qu'il érigea un restaurant en face, le Sanders Café, pour 142 personnes. Un motel vint compléter l'offre peu après, offrant un repos bien mérité aux voyageurs. Les affaires prospérèrent rapidement. Le Sanders Café devint une étape incontournable sur la route 25, attirant une clientèle fidèle de tout l'État. Puis vint la consécration officielle. En 1935, le gouverneur Ruby Lefun lui décerna le titre de colonel du Kentucky pour son apport exceptionnel à la gastronomie locale. Bien que protocolaire et habituellement attribué aux citoyens méritants, Sanders l'assuma. Il se nomma le colonel Sanders, adoptant une identité qui le rendrait mondialement célèbre. Il adopta une barbichette, un impeccable costume blanc et une cravate noire, troquant ses habits de travail. La métamorphose était achevée. Dès 1939, l'établissement connaissait un tel essor que l'éminent critique culinaire Duncan Hines, celui-là même dont le nom orne aujourd'hui les préparations pour gâteaux à travers l'Amérique,
lui rendit visite et l'intégra dans son ouvrage de référence, Adventures in Good Eating. Cette distinction accrut la clientèle, étendant la notoriété du colonel au-delà du Kentucky. Tout semblait idyllique. Harlan Sanders, après des décennies d'échecs et une vie itinérante, avait enfin réussi. Son entreprise était florissante, sa réputation grandissante, et l'avenir semblait plus prometteur que jamais. Pourtant, le destin n'avait pas encore livré son dernier mot. Puis vint la destruction. Au début des années 50, le gouvernement des États-Unis dévoila un nouveau réseau autoroutier inter-États. C'était révolutionnaire, un maillage de voies rapides pour relier le pays. Pour la majorité des Américains, ce plan promettait progrès et connexion. Mais pour Harlan Sanders, il signifiait la catastrophe. L'Interstate 75 contournerait Corbin. La route qui lui avait apporté des milliers de clients les détournerait désormais à des kilomètres, ignorant son restaurant. Le flux vital de clients, qui s'arrêtait pour le plein et son poulet frit, allait s'évaporer. Sanders assista, impuissant, au début des travaux au milieu des années 50. Il savait son avenir funeste dans chaque kilomètre de bitume posé. En 1956, la situation devint intenable. La fréquentation chuta, les chambres du motel restèrent désertes, et la cuisine, jadis animée, sombra dans le silence. À 65 ans, alors que la plupart prenaient leur retraite, Harlan Sanders fut contraint de vendre son affaire aux enchères. Lorsque la vente fut conclue, il avait à peine de quoi couvrir ses dettes. Après avoir soldé son prêt et réglé ses factures, il ne lui restait quasiment rien. Son revenu mensuel se limitait à 105 $ de sécurité sociale. La plupart des hommes auraient baissé les bras, cherchant un refuge pour finir leur jour. Mais Harlan Sanders n'était pas un homme ordinaire. Il chargea son véhicule, un autocuiseur, sa formule secrète de 11 herbes et épices, et son précieux certificat de colonel du Kentucky. Harlan Sanders quitta Corbin, pour seul bagage, un rêve jugé insensé. Imaginez le colonel au costume blanc, solitaire sur les routes du Kentucky à la fin des années 50. Sans rendez-vous, ni soutien d'entreprise, il n'avait qu'une recette en tête et une cocotte minute dans son coffre. À 65 ans, Sanders s'apprêtait à écrire le chapitre le plus extraordinaire de son existence. Son projet, simple et audacieux. Parcourir le pays pour faire goûter son poulet frit aux restaurateurs. Si l'expérience était concluante, il négocierait un accord de franchise. En contrepartie de sa recette exclusive et de l'utilisation de son nom, chaque morceau vendu lui rapporterait 5 centimes. Ce modèle n'avait rien de sophistiqué. Pas d'avocat, ni de contrat formel, aucune structure d'entreprise élaborée. Juste une poignée de main et une promesse. Les premiers mois furent impitoyables. Les portes se refermaient devant lui avec fracas. On tournait en dérision ce vieil homme en costume immaculé, ce colonel autoproclamé, réclamant 1 sou par cuisse de poulet. Sanders dormait dans sa voiture, se rafraîchissait aux toilettes des stations-service et subsistait modestement. Son épouse Claudia l'accompagnait parfois, partageant l'exiguïté de l'habitacle et les refus. Mais il s'interdisait d'abandonner. Sa vie, jalonnée d'échecs et de renaissance, n'était qu'un défi de plus. Lentement, contre toute attente, son opiniâtreté porta ses fruits. La première franchise officielle de Kentucky Fried Chicken ouvrit en 1952 à Salt Lake City, Utah, dirigée par Pete Harmon. Harmon inventa l'expression culte « finger licking good » et popularisa le seau en carton, désormais iconique. Le restaurant connut un succès fulgurant. La nouvelle se propagea. Bientôt, les appels affluaient vers Sanders, et non l'inverse. En 1959, Sanders comptait plus de 200 franchises. En 1963, ce chiffre dépassait les 600. KFC devint un phénomène, essaimant en Amérique et s'étendant au Canada.
Le visage du colonel orna chaque saut, publicité et devanture. Il n'était plus un simple homme, il devenait une légende. Malgré l'expansion vertigineuse de son empire, Sanders ressentait le besoin d'un ancrage. Un quartier général lui était indispensable pour piloter ses activités, former ses franchisés et gérer le stockage et l'expédition de son mélange d'épices secrets. Le colonel Sanders trouva Blackwood Hall dans une petite ville du Kentucky, riche d'histoire et prometteuse. En 1866, un an après la fin du conflit, une demeure majestueuse s'éleva aux portes de Shelbyville. Érigée le long de l'actuelle route américaine 60, sa façade immaculée scintillait sur les collines verdoyantes du comté de Shelby. Blackwood Hall, nom inspiré d'un roman de Nancy Drew, dégageait la grâce discrète de l'ère d'avant-guerre. Vaste mais discrète, elle comptait près de 5000 pieds carrés sur 2 niveaux, avec haut plafond, parquet de bois franc et fenêtres baignées de lumière du Kentucky. Une large véranda ceinturait l'avant, avec vue sur les 3 acres de la propriété et la campagne, évoquant les vieilles fortunes et le raffinement du Sud. Blackwood Hall connut plusieurs propriétaires pendant près d'un siècle. C'est en 1959 que la maison trouva son plus illustre occupant. Harland et Claudia Sanders cherchaient alors un nouveau foyer. Restaurant de Corbin détruit par l'autoroute, l'entreprise de franchise connaissait une expansion fulgurante, dépassant leurs espérances. Ils avaient besoin d'espace pour leur vie, leurs opérations et leur quartier général. Blackwood Hall s'imposa comme une évidence. La demeure offrait histoire, caractère et suffisamment d'espace pour résidence et bureaux. Son emplacement était idéal, le long d'un axe routier majeur, avec accès facile à Louisville et au reste du Kentucky. Un terrain arrière permettait surtout d'ériger l'entrepôt et les bureaux essentiels. Ils l'achetèrent et s'y installèrent aussitôt. Pour Claudia, un rêve se réalisait. Après des années d'incertitude, dormant dans des voitures et vivant avec des valises, elle trouva la stabilité d'un véritable chez-soi. Pour Harland, Blackwood Hall devint le centre de commandement de son empire. L'entreprise de franchise s'épanouissait, la demeure devenant son cœur névralgique. Dans l'annexe, Claudia mélangeait et conditionnait la formule secrète d'11 herbes et épices, assurant la renommée mondiale du poulet frit du Kentucky. Elle gérait commandes, appels téléphoniques et expédiait fournitures aux franchisés à travers le pays. Une affaire de famille, orchestrée depuis ce majestueux manoir du Kentucky par un homme d'âge mûr en costume blanc et sa dévouée épouse. Harland Sanders ne se contentait pas de gérer ses affaires depuis sa nouvelle résidence. Son ambition le poussait à transmettre son savoir. Dans la cuisine de Blackwood Hall, où trônait son fourneau d'origine, des aspirants franchisés affluaient presque chaque semaine de toute l'Amérique. Ils venaient s'initier au secret du poulet frit du Kentucky, auprès du colonel. Vêtu de son costume blanc immaculé et de sa cravate à ficelle, Sanders démontrait devant la cuisinière la méthode exacte de préparation. Il enseignait l'assaisonnement, le maniement précis de l'autocuiseur et l'art d'obtenir la panure dorée et croustillante. Exigeant et peu patient, ses remontrances en cas d'erreur auraient fait rougir un marin. Mais ceux qui réussissaient la formation du colonel acquéraient une richesse inestimable. Ils avaient été instruits par le maître, touchaient les ustensiles originels et se tenaient dans la cuisine où le rêve s'était matérialisé. Blackwood Hall était pour eux un pèlerinage, une occasion unique de se connecter à la source de leur entreprise. Le fourneau initial y trône encore aujourd'hui, témoin silencieux de milliers de leçons et de la naissance d'un empire planétaire. En 1964, Kentucky Fried Chicken dépassait les espérances de Sanders. Plus de 600 franchises opéraient aux États-Unis et au Canada. L'entreprise générait des millions, mais le dévorait de l'intérieur. À 73 ans, le colonel était épuisé. Voyages incessants, réunions interminables et la gestion d'une telle envergure l'avaient profondément marqué. Il n'avait plus l'énergie de superviser chaque détail, visiter chaque restaurant ou maintenir les standards d'excellence qu'il avait mis une vie à perfectionner. Une proposition inattendue survint.
Un groupe d'investisseurs, mené par John Y. Brown Jr. et Jack C. Massey, lui fit une offre. Il voulait acquérir Kentucky Fried Chicken. Le prix était de 2 millions de dollars, environ 19 millions aujourd'hui. En contrepartie, Sanders renoncerait au contrôle, mais resterait porte-parole officiel et ambassadeur de la qualité, percevant 40 000 dollars par an pour ses déplacements et la promotion. Ce fut une décision déchirante. KFC était sa création, l'œuvre d'une vie, l'aboutissement de chaque échec et triomphe. Toutefois, il savait aussi qu'il ne pouvait éternellement diriger l'entreprise. 2 millions de dollars lui promettaient une sécurité financière jamais connue. Sanders signa les documents, assistant à la passation de son œuvre. Fidèle à son accord, il parcourut plus de 200 000 milles annuellement, apparaissant dans des publicités, visitant des établissements et incarnant la marque qu'il avait bâtie de rien. Pourtant, la donne changea. Les nouveaux propriétaires s'ingénièrent à rogner sur les coûts. Ils simplifièrent la recette de la sauce pour économiser temps et argent, et modifièrent des méthodes de préparation que Sanders tenait pour sacrées. La qualité, aux yeux du colonel, commença alors à glisser. Il refusa le silence. La fureur du colonel. Harlan Sanders, jamais homme à mâcher ses mots, avait un tempérament légendaire, un langage truculent et partageait ses opinions sans filtre. Estimant que les nouveaux propriétaires ruinaient son poulet, il veilla à ce que le monde entier le sache. En interview, il décrivit la sauce de la compagnie comme de la boue au goût de colle à papier peint. Lors de visites inopinées dans les restaurants KFC, si la nourriture le décevait, il la dénonçait bruyamment comme une tambouille ou la poussait au sol. Il devint une épine constante pour les cadres qui contrôlaient désormais sa création. En 1973, Sanders attaqua Oibline Incorporated, alors propriétaire de KFC, alléguant un usage abusif de son image pour des produits non approuvés. 2 ans plus tard, Oibline le poursuivit à son tour pour diffamation, après ses critiques publiques de leur sauce. Le procès échoua, mais le message était clair. Les liens entre le colonel et son ancienne entreprise s'étaient irrémédiablement envenimés. Pendant ce temps, à Blackwood Hall, Sanders et Claudia échafaudèrent un nouveau plan. Si KFC délaissait ses standards, ils créeraient mieux. En 1968, ils convertirent l'entrepôt derrière leur maison en un restaurant à service complet. Ils l'appelèrent The Colonel's Lady, servant une cuisine authentique du Kentucky, dont le poulet frit préparé comme Sanders l'entendait. Les nouveaux propriétaires de KFC furent mécontents. Apprenant que Sanders comptait franchiser The Colonel's Lady pour concurrencer Kentucky Fried Chicken, leurs avocats agirent. Un procès s'ensuivit, des menaces furent échangées, puis un règlement fut trouvé. Sanders reçut 1 million de dollars, le restaurant fut rebaptisé Claudia Sanders Dinner House, gommant toute référence directe au colonel. Le colonel accepta de cesser ses remontrances publiques envers Kentucky Fried Chicken après une démonstration culinaire privée aux dirigeants, afin de leur révéler la saveur authentique de son poulet emblématique. L'établissement renommé connut une prospérité remarquable, proposant ses mets réconfortants du Sud, confectionnés par Sanders, avec une exigence et un dévouement constant. Résidents et visiteurs affluaient, attirés par ses goûts véritables et l'authenticité d'un lieu érigé par le colonel. Tout au long de cette effervescence, Blackwood Hall, la majestueuse demeure, demeurait immuable, veillant sur le restaurant, les souvenirs, un héritage indélébile, une romance tissée autour du poulet. Derrière chaque homme d'exception se tient une femme de valeur exceptionnelle. Pour Harlan Sanders, cette femme était Claudia. Leur parcours, loin d'un conte de fées, fut complexe et humain. Sanders rencontra Claudia Ledington dans les années 1930, serveuse à son Sanders Café, à Corbin. Il était alors uni à Joséphine, sa première épouse et mère de leurs 3 enfants. Leur union s'était dégradée. Épuisée par déménagement et difficultés financières, Joséphine s'était émotionnellement détachée. Claudia, en contraste, offrait chaleur et soutien indéfectible, qualité que Joséphine ne manifestait plus. Une liaison débuta, précipitant la fin du premier mariage de Sanders.
En 1947, après 39 années, Harland et Joséphine divorcèrent. 2 ans plus tard, en 1949, Harland et Claudia s'unirent à Corbin. Quels que furent leurs débuts, Claudia fut la partenaire essentielle dont Sanders avait besoin. Elle lui accorda sa confiance inconditionnelle, même quand le monde le jugeait fantasque. Elle partagea l'inconfort des banquettes arrière de voitures durant les difficiles années de franchise. Elle préparait les mélanges d'épices, honorait les commandes et répondait au téléphone depuis Blackwood Hall. Elle était bien plus qu'une épouse. Sa collaboratrice d'affaires, sa confidente la plus proche, son pilier inébranlable. Quand Sanders érigea le restaurant derrière leur résidence, il lui rendit hommage en le baptisant Claudia Sanders Dinner House. Ce fut son offrande précieuse, son mémorial, l'illustration tangible de l'alliance qui édifia un empire, faisant du colonel un roi. Au tournant des années 1970, Harland Sanders était devenu l'une des figures les plus universellement identifiables de la planète. Son effigie ornait chaque seau de KFC, chaque publicité, chaque façade de restaurant, de Louisville à Londres, en passant par Tokyo. Il n'était plus un individu, mais l'emblème d'une entité commerciale, un symbole dépassant ses créations culinaires. Pourtant, à Blackwood Hall, il redevenait Harland, un homme à la passion culinaire intacte. Il croyait qu'une cuisson maîtrisée et des aromates judicieux transformeraient un repas en expérience quasi magique. Époux aimant, bienfaiteur généreux, il donna des millions aux hôpitaux pédiatriques et œuvres caritatives. Perfectionniste, exigeant l'excellence. La demeure, à son image, mêlait aisance sans ostentation et raffinement discret. Ces pièces abritaient des reliques de sa vie, attestations, trophées, clichés documentant son ascension de l'indigence à la renommée mondiale. Sa Bible sur sa table de chevet témoignait de la foi qu'il avait soutenue à travers des dizaines d'années d'épreuves. Au mur, son certificat de colonel du Kentucky trônait, lui conférant titre et identité publique. Les années à Blackwood Hall furent les plus sereines et heureuses de la vie de Harland Sanders. Après des dizaines d'années d'itinérance, d'échecs et de recommencements, il trouva enfin un foyer. La propriété devint son sanctuaire, un refuge où les exigences de la célébrité s'effaçaient, même pour de courts instants. Chaque matin, le colonel s'éveillait à l'aube, discipline héritée de ses années de labeur agricole et ferroviaire. Il revêtait son emblématique costume blanc, ajustait sa cravate noire, se préparant au rôle du visage le plus reconnaissable de la restauration rapide. Mais d'abord, il partageait le petit déjeuner avec Claudia dans la cuisine ensoleillée de Blackwood Hall. Un rituel paisible, l'ancrant avant le tourbillon quotidien. Durant ces années fastes, la demeure grouillait d'activités. Franchisé en formation, journaliste pour des entretiens, photographe immortalisant le colonel au milieu des marques tangibles de son triomphe. Mais une fois les visiteurs partis et les flashs éteints, Harland et Claudia redevenaient un couple ayant bâti leur existence à partir de rien. L'ultime chapitre. Même avec une santé déclinante vers la fin des années 1970, Sanders refusa de modérer son ardeur. Il parcourait plus de 200 000 miles annuellement, visitant les KFC, multipliant les apparitions publiques, propageant la bonne nouvelle de son poulet frit. Si son costume blanc se froissait, sa barbichette s'éclaircissait. Le feu sacré de son regard, lui, ne s'éteignit jamais. En juin 1980, le verdict médical tomba. Harland Sanders était atteint d'une leucémie aiguë. Bien qu'accablant, le diagnostic n'étonna pas totalement. Âgé de presque 90 ans, il avait, des décennies durant, sollicité son organisme sans relâche. La maladie semblait réclamer son dû. Durant l'été et l'automne de cette même année, Sanders alterna séjours hospitaliers et retour chez lui, combattant l'affection avec la ténacité qui avait jalonné son existence. Entre les soins, il maintenait ses engagements, serrait des mains,
posés pour des clichés. Il refusait obstinément que sa condition ne marque ses derniers mois. S'il devait rendre l'âme, ce serait en tant que colonel, non en tant que simple malade. Début novembre, l'hôpital juif de Louisville l'accueillit pour son dernier internement. Une pneumonie s'ajouta à la leucémie, compliquant le tableau clinique et fragilisant un organisme déjà très vulnérable. Claudia, sa fidèle compagne depuis plus de 30 ans, ne quitta pas son chevet. Autour d'eux, enfants et petits-enfants se rassemblèrent, l'ultime heure approchant. Le 16 décembre 1980, à 90 ans, le colonel Harland David Sanders s'éteignit. L'enfant ayant appris l'art culinaire par nécessité, l'homme au parcours semé de plus d'échecs que la plupart n'en connaissent d'expérience, l'entrepreneur qui, d'une cocotte minute et d'une vision, bâtit un empire planétaire, avait rendu son dernier souffle. Le Kentucky pleura son colonel. La nouvelle de son décès se propagea dans l'État comme une traînée de poudre. En quelques heures, les drapeaux furent mis en berne dans toute la région. Le gouverneur John Y. Brown Jr., 16 ans plus tôt, acquéreur de Kentucky Fried Chicken auprès de Sanders, décréta que la dépouille du colonel reposerait en chapelle ardente, dans la rotonde du Capitole de Francfort. Cette distinction, généralement accordée aux gouverneurs, sénateurs et héros, était exceptionnelle. Harland Sanders avait dépassé le statut d'homme d'affaires, s'élevant au rang d'emblème du Kentucky. Les 3 journées suivantes furent un hommage national vibrant à l'homme parti de la misère qui avait révolutionné la gastronomie américaine. Le 17 décembre, une foule se pressa au salon funéraire Hall Taylor de Shelbyville, sa ville natale. Le colonel reposait dans son cercueil ouvert, vêtu de son emblématique costume blanc, chemise immaculée et cravate ficelle noire. Sa canne, fidèle compagne de ses dernières années, était glissée sous son bras droit. Des arrangements floraux de sa famille, ses amis et d'innombrables inconnus ornaient les murs. Roses rouges et chrysanthèmes blancs composaient un tableau saisissant de couleurs et de chagrin. Claudia menait le cortège des proches, suivie de ses filles et de ses 19 petits-enfants et arrière-petits-enfants. La plupart étaient des voisins, témoins de l'édification de l'empire du colonel. Ils venaient témoigner leur respect, non à une célébrité, mais à un ami. Le 19 décembre, la dépouille fut exposée un jour au siège de KFC à Louisville. Plus d'1 millier d'employés et d'admirateurs firent leurs adieux. Son visage sur chaque seau de poulet en avait fait une présence constante et familière, même pour ceux qui ne l'avaient jamais rencontré. La cérémonie eut lieu le 20 décembre à Louisville, à la chapelle commémorative des anciens élèves du séminaire théologique baptiste du Sud. Plus de 1200 personnes, dont certaines bravaient le froid dehors, remplissaient la chapelle. Le gouverneur Brown était présent, avec des dirigeants d'entreprise, des personnalités médiatiques et des citoyens ordinaires, pour honorer celui qui avait ancré le Kentucky sur la carte culinaire mondiale. Sur sa demande, Pat Boone chanta « He Touched Me », un hymne gospel reflétant la foi du colonel. Le pasteur rappela l'absence de crainte de Sanders face à la mort, lisant des passages sur la résurrection et la vie éternelle. « Mourir ne me trouble absolument pas », avait-il confié en visitant sa future sépulture. « J'ai eu une vie formidable. Nul au monde n'a connu plus de revers et de succès, ni davantage de plaisir. » Après le service, un convoi mena à Cave Hill, cimetière historique où reposaient déjà George Rogers Clark et des milliers de soldats de la guerre de sécession. Sanders fut inhumé sous un monument à 4 colonnes et un buste en bronze sculpté par sa fille Margaret. Il fut enterré dans son emblématique costume blanc et son nœud papillon noir, reflétant son apparence de son vivant. Le colonel avait tiré sa révérence, mais son héritage, lui, ne faisait que commencer. Après les funérailles, Claudia Sanders regagna seule Blackwood Hall. La demeure, jadis animée par franchisés et journalistes, résonnait d'un silence assourdissant.
La cuisine où Harland avait révélé ses recettes secrètes restait vide. La chambre partagée plus de 25 ans n'abritait que des réminiscences. Mais Claudia n'était pas femme à s'abandonner au chagrin. Elle avait une mission à accomplir. Après le départ du colonel, le Claudia Sanders Dinner House continua d'offrir les saveurs du Sud, qui avaient fait la renommée de son époux. Claudia s'y dévoua entièrement, supervisant les opérations, saluant les convives et assurant l'excellence de la cuisine. C'était sa manière d'honorer Harland et l'héritage qu'ils avaient édifié ensemble. Pendant 4 années, elle entretint Blackwood Hall et le restaurant avec une fidélité inébranlable, à l'image de son engagement marital. Vers 1984, elle aspira à se retirer. La demeure recelait trop de souvenirs poignants. L'établissement exigeait une vitalité qu'elle ne possédait plus. Elle était certaine de pouvoir confier la pérennité de leur œuvre à des personnes de confiance. Thomas et Cherry Settle, fidèles amis et collaborateurs des Sanders de longue date, maîtrisaient l'entreprise, respectant son héritage et partageant l'exigence de qualité de Claudia. Quand elle leur proposa d'acquérir Blackwood Hall et le Dinner House, ils acceptèrent sans délai. Plus qu'une affaire commerciale, c'était un authentique passage de flambeau. Claudia était convaincue que les Settle sauraient sauvegarder leur œuvre, perpétuer les standards de l'établissement et faire perdurer la mémoire du colonel. Claudia déménagea ensuite vers une demeure plus tranquille, à Shelbyville, où elle résida jusqu'à son trépas, survenu le 31 décembre 1996, à 94 ans. Elle fut inhumée auprès de Harland, au Cave Hill Cemetery, son nom inscrit sur son monument. Unis dans la mort comme dans la vie, le colonel et sa dame reposent sous le ciel du Kentucky, leur terre tant aimée. L'intendance des Settle. Sous la direction de Thomas et Cherry Settle, le Dinner House connut une période d'épanouissement. Ils maintinrent une carte presque inchangée. Poulet frit, jambon de pays, tomates vertes frites et légendaire petit pain à la levure, attirant une clientèle fidèle depuis des décennies. Les épinards à la crème restèrent très prisés. Les tourtes ravissaient toujours les palais gourmands de la région. La réputation de l'établissement grandit sans cesse. Des gastronomes affluaient de Louisville, Lexington et d'ailleurs pour savourer une cuisine authentiquement kentuckienne dans un cadre historique. Des autocars de touristes y faisaient halte, leurs passagers avides de se restaurer sous l'égide de l'héritage du colonel. Les Settle les accueillaient avec l'hospitalité chaleureuse caractéristique du restaurant. À l'intérieur de Blackwood Hall, le temps semblait suspendu. Les Settle conservèrent la demeure telle que Claudia l'avait agencée, préservant intacts objets et souvenirs du parcours de Harland Sanders. La cuisinière d'origine, témoin de ses formations de franchisée, trônait toujours. Les murs arboraient photographies et diplômes. Ses effets personnels, de sa Bible à son portefeuille et sa montre, restaient à leur place. L'habitation était un musée improvisé, sanctuaire dédié à un homme dont le visage ornait des millions de seaux de poulet pané. Les convives s'enquéraient souvent de la maison. Pouvait-on la visiter? Toucher la cuisinière du colonel? Les Settle, comprenant ce désir de connexion avec la légende, accédaient aux requêtes quand possible. Pendant près de 50 ans, cela perdura. Le restaurant servit des centaines de milliers de repas. La maison veillait sur ses trésors. L'héritage du colonel Sanders continuait de rayonner au cœur des collines du comté de Shelby. Au fil des années, les Settle firent une découverte. Blackwood Hall était un véritable coffre au trésor. Dissimulé dans placards, oublié dans tiroirs et rangé dans cartons de la vaste résidence, gisaient des objets jamais inventoriés, exposés ou aperçus hors du cercle familial. Le colonel et Claudia étaient collectionneurs involontaires, amassant les vestiges d'une existence extraordinaire, les laissant là où le hasard les avait déposés. Parmi eux, une lettre du président Richard Nixon, adressant ses vœux au colonel.
figurait aussi le certificat original de colonel du Kentucky, parchemin officiel ayant conféré à Harlan Sanders son titre en 1935. On trouva aussi la toute première cocotte minute qu'il avait employée pour affiner sa recette de poulet, instrument ayant révolutionné les plats rapides. Les trouvailles se succédaient. Les Settles mirent la main sur le drapeau original du Kentucky Fried Chicken, flottant devant le siège de Shelbyville. Ils dénichèrent l'un des tout premiers seaux de poulet frit, prédécesseur des milliards d'emballages. Des livres d'or signés, témoins des heures de gloire de Blackwood Hall, furent exhumés, regorgeant de noms de franchisés, de célébrités et de visiteurs ayant fait le pèlerinage. Mais la trouvaille la plus captivante fut une bobine de film de 20 minutes 18 secondes, datée de 1965. Son étiquette portait l'inscription « Promotion, style Kentucky ». Nul ne connaissait son contenu. Cette bobine, inviolée depuis des décennies, conservait ses mystères, attendant d'être révélés. Ces objets n'étaient pas de simples souvenirs, mais des fragments vivants de l'histoire américaine, des liens tangibles avec l'épopée qui transforma les habitudes culinaires mondiales. Un jour, il serait offert à quiconque oserait embrasser l'héritage du colonel, une destinée faite de flammes et de renaissance. Puis, par une nuit de printemps en 1999, le désastre frappa. Un incendie violent éclata à la Claudia Sanders Dinner House, se propageant vite dans le bâtiment, jadis entrepôt et siège de KFC. Les flammes dévorèrent salle à manger, cuisine et des décennies de souvenirs. Lorsque les pompiers maîtrisèrent le brasier, la structure originelle n'était plus. Les Settles, refusant que le sinistre mette fin à l'aventure, reconstruisirent le restaurant sur le même terrain. Un nouvel établissement, plus vaste, put accueillir davantage de convives. La Claudia Sanders Dinner House renaquit de ses cendres, tel un phénix, perpétuant l'âme du lieu initial. La carte demeura inchangée. Les recettes, scrupuleusement préservées, continuaient d'inspirer la cuisine. L'esprit d'hospitalité du Sud, cultivé par Harlan et Claudia, avait survécu. En quelques mois, le restaurant rouvrait ses portes, comme si rien ne s'était passé. Blackwood Hall, elle, fut miraculeusement épargnée. Le manoir se dressait à l'écart du restaurant, protégé par la distance et une chance inouïe. Ses précieuses reliques et les souvenirs qu'elles évoquaient restèrent intacts. Quoi que l'avenir réserve, la demeure du colonel perdurerait. Le XXIe siècle approchait. Le monde d'Harlan Sanders s'était évanoui. Les stations-service et routiers des années 1930 avaient cédé la place aux autoroutes et aux chaînes de restauration rapide. L'Amérique qui avait fait du poulet frit à la mode du Kentucky un phénomène s'était transformée au-delà de la reconnaissance du colonel. Pourtant, à Blackwood Hall, le passé restait palpable, un héritage à transmettre. L'été 2022 apporta une nouvelle impensable peu d'années auparavant. La succession du colonel Sanders, Blackwood Hall et la Claudia Sanders Dinner House étaient mises en vente. Les Settles, désormais âgés, avaient décidé de passer le flambeau. Ils avaient sauvegardé cet héritage près de 40 ans, entretenant le restaurant et préservant le manoir à travers incendies, crises économiques et changements de goût. L'engagement envers ce patrimoine, devenu exténuant, les poussait à confier cette responsabilité. L'offre était exceptionnelle. Elle incluait le manoir de 5000 pieds carrés, le restaurant de 25 000 pieds carrés, ainsi qu'une collection inestimable de souvenirs, lettres d'anniversaire de Nixon, certificat de colonel du Kentucky, mystérieuse bobine de film. Surtout, les précieuses recettes. Non la célèbre formule des 11 herbes et épices du poulet KFC, mais tous les autres mets du Claudia Sanders Dinner House. Rouleaux à la levure, épinards à la crème, tomates vertes frites. Ces créations,
rédigé de la main de Claudia, avait assuré la renommée de l'établissement pendant un demi-siècle et faisait partie intégrante de la transaction. Le prix s'élevait à 9 millions de dollars. 5 millions d'actifs liquides étaient requis pour entamer les discussions. La priorité serait donnée à qui s'engagerait à perpétuer l'héritage, maintenir les employés de longue date et poursuivre les traditions d'Harland et Claudia. Les appels affluèrent du monde entier, la renommée du colonel dépassant largement le Kentucky et l'Amérique. Des demandes vinrent du Japon, où KFC est une coutume de Noël, du Canada, où Sanders avait conservé ses droits de franchise, de Malaisie, d'Europe, et de tout lieu où son effigie ornait un seau de poulet. Les agents immobiliers furent submergés, n'ayant pas mesuré l'ampleur de la dévotion pour cette icône planétaire. Les acheteurs ne cherchaient pas un simple commerce, mais un fragment d'histoire, un rôle de gardien d'une légende. Aujourd'hui, le Claudia Sanders Dinner House accueille toujours ses clients à Shelbyville, Kentucky, proposant le même menu depuis plus d'un demi-siècle. Les recettes, antérieures à la restauration rapide, incluent poulet frit, jambon campagnard et petit pain à la levure. Les convives terminent par une part de tarte, comme lorsque le colonel lui-même fréquentait les lieux. Contigu au restaurant, Blackwood Hall se dresse toujours, sa façade immaculée resplendissant face aux collines du Kentucky, telle que Harland et Claudia la découvrirent en 1959. À l'intérieur, le fourneau d'origine est intact, et les murs tapissés de souvenirs. L'esprit du colonel plane dans chaque pièce, une présence indicible mais incontestable. La demeure a dépassé son simple rôle, devenu un emblème puissant, celui du possible quand détermination et opportunité s'unissent, quand les revers propulsent le succès, et qu'un vieil homme, armé d'un autocuiseur et d'un rêve tenace, refuse la défaite. Les pèlerins de Shelbyville s'attardent sur le parking avant d'entrer au restaurant. Leurs yeux parcourent la demeure, imaginant le colonel sur son porche, contemplant le soleil décliné sur son foyer du Kentucky. Ils tentent de relier la marque planétaire qu'ils connaissent, son visage imprimé sur des milliards de sceaux, à la modeste réalité de cette propriété tranquille en périphérie d'une petite ville. Ce rapprochement n'est pas toujours aisé. Le Kentucky Fried Chicken est devenu KFC, enseigne épurée et optimisée pour l'époque actuelle. La compagnie fondée par Harland Sanders a changé plusieurs fois de propriétaire, passant d'investisseurs à des corporations, puis à des conglomérats multinationaux. Le poulet a évolué, s'adaptant aux nouvelles préférences, aux marchés émergents et aux exigences renouvelées. Pourtant, à Shelbyville, une essence originelle survit. Le Claudia Sanders Dinner House sert un poulet élaboré comme le colonel le concevait, sans artifice corporatif, expert en rendement ou groupe de discussion. C'est l'unique restaurant hors KFC autorisé à servir sa recette originale, lien vivant avec l'origine du phénomène. Blackwood Hall monte la garde, immuable, depuis plus de 60 ans. Siège, berceau d'un empire, puis abri du colonel en ces dernières années, la demeure refuse de capituler face au temps. Quant à la signification de cette demeure, que signifie une maison quand les rires s'effacent, les disputes cessent et la cuisine s'est refroidie? Pour Blackwood Hall, la réponse ne réside ni dans l'architecture, ni dans la valeur immobilière, mais dans l'histoire que ces murs contiennent. Chaque pièce du manoir chuchote le récit d'une destinée qui paraissait insurmontable. Un garçon perd son père à 5 ans, apprend à cuisiner par nécessité. Un homme enchaîne les échecs professionnels, sans jamais trouver sa place. À 65 ans, après l'anéantissement de son établissement florissant par une autoroute, la déchéance totale menaçait un entrepreneur. Pourtant, contre toute attente, une victoire éclatante a jailli des ruines. Ce domaine ancestral témoigne de cette épopée, preuve concrète de la vie, du labeur et des aspirations de Harland Sanders entre ses murs. Les visiteurs, en touchant le fourneau d'origine ou en arpentant les corridors, entrent en contact avec le colonel, foulant ses pas. Ce lien temporel, matériel et irréfutable explique l'intérêt pour les demeures anciennes et l'importance de la conservation du patrimoine. Une construction n'est pas qu'un simple abri, elle est un réceptacle de souvenirs,
une embarcation qui transporte hier jusqu'à aujourd'hui. Blackwood Hall incarne la mémoire d'un homme qui refusa d'abandonner, transformant l'adversité en opportunité, prouvant que la réussite n'a pas d'âge. L'héritage perdure. Plus de 4 décennies après le décès de Harlan Sanders, son œuvre ne faiblit pas. Aujourd'hui, KFC déploie son réseau de plus de 27 000 établissements à travers plus de 145 nations. Son visage orne enseignes, emballages et publicités, dans des idiomes et contrées qu'il n'a jamais connus. Son effigie est devenue l'un des emblèmes les plus reconnaissables de la planète, rivalisant avec Mickey Mouse et les Arches dorées en termes de notoriété mondiale. Cependant, la vraie portée de son héritage ne se quantifie pas en restaurants ou en chiffre d'affaires, mais se mesure aux vies qu'il a inspirées, aux perspectives qu'il a ouvertes et à l'exemple qu'il a incarné. Harlan Sanders a démontré qu'il n'est jamais trop tard pour un nouveau départ. Il a prouvé que l'échec n'est pas une fin, mais un tremplin vers la renaissance, et que la persévérance, avec la foi en ses capacités, triomphe de l'adversité. Son parcours a insufflé un élan à des millions d'entrepreneurs, en particulier ceux qui croient avoir manqué leur occasion. Pour un cinquantenaire s'interrogeant sur un rêve tardif, un sexagénaire face à la ruine, ou quiconque estimant ses meilleures années révolues, l'exemple du colonel est une réponse éloquente, une lueur d'espoir, un rappel vibrant. Le meilleur peut encore advenir. À Blackwood Hall, cet héritage se matérialise. Plus qu'une propriété historique, la demeure est un monument à la ténacité, un sanctuaire des secondes chances, prouvant que la grandeur éclot même des situations improbables. Son dernier vœu, avant son décès, Harlan Sanders avait souhaité que le deuil se manifeste non par des fleurs, mais par des contributions caritatives. Sa vie fut jalonnée de millions de dollars distribués, finançant des hôpitaux pour enfants, des bourses d'études et de nombreuses causes auxquelles il croyait fermement. Son souhait était que même après son trépas, cette tradition de générosité perdure. C'était une dernière volonté appropriée pour un homme ayant connu l'indigence et la fortune, et qui avait compris que l'argent n'a de sens que s'il sert un but supérieur. Le colonel passa la première moitié de son existence à lutter pour sa survie, consacrant la seconde à l'édification d'une œuvre dépassant sa propre personne. Il désirait que son départ de ce monde le laisse meilleur qu'il ne l'avait trouvé. Cet esprit perdure aujourd'hui à Blackwood Hall. La demeure et le restaurant adjacent ne sont pas de simples entreprises commerciales. Ils constituent des témoignages vivants d'une philosophie axée sur l'effort, la qualité et une authentique bienveillance envers autrui. Les employés qui servent les clients au Claudia Sanders Dinner House perpétuent une coutume presque centenaire. Les convives qui apprécient les plats participent à un rituel qui les relie directement au colonel. Et quelque part, dans ces pièces sereines, parmi les souvenirs et les objets personnels, l'âme de Harlan Sanders semble encore imprégner les lieux. Non pas comme une entité spectrale, mais comme une idée force, comme la preuve qu'une personne seule, animée d'une détermination suffisante, peut réellement transformer le monde. Le soleil se couche sur le Kentucky. Alors que la soirée s'installe sur Shelbyville, les lumières du Claudia Sanders Dinner House diffusent une chaleur accueillante sous le ciel qui s'obscurcit. À l'intérieur, des familles se rassemblent autour de tables garnies de poulets frits et de jambon de campagne. Les conversations se mêlent au doux tintement des couverts et à une musique d'ambiance discrète. Les rires s'élèvent et redescendent, tels les reliefs ondulants du Kentucky. De l'autre côté du parking, Blackwood Hall se dresse, enveloppé de silence. Les fenêtres sont plongées dans l'obscurité. Le porche est vide. Pourtant, la maison ne semble pas abandonnée. Elle est en attente. En attente que quelqu'un saisisse ce qu'elle représente, que quelqu'un transmette son histoire. En attente, comme le colonel lui-même patienta durant ces années difficiles de franchise, du moment opportun pour tout recommencer. La noble demeure a été témoin de près de 2 siècles d'histoire.
des lendemains de la guerre de sécession à la Grande Dépression, de la révolution du fast-food à l'ère numérique. Elle a offert refuge à familles, entrepreneurs et légendes. Elle a vu triomphe et tragédie, réussites et échecs, la vie et la mort. Et toujours elle se tient là. Toujours elle attend. Toujours elle conserve la mémoire d'un homme en costume blanc qui refusa d'accepter que son propre récit était terminé. Tel est l'héritage de Blackwood Hall. Le domaine de Sanders à Shelbyville, plus que briques et vieux fourneaux. Son essence, espoir, ténacité. La conviction, il n'est jamais, au grand jamais, trop tard. Le colonel en fut la preuve. Et vous, l'entendez-vous ?